Digital Congo FM. La radio Digital Congo vous propose l'émission Limitless, produit par True Africa. Digital Congo FM. Bonjour, c'est Claude Grunitzky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à 3 invités une question qui compte pour les Africains. Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Dans cet épisode, nous parlons de coming out en Afrique. Je pense que moi, mon coming out, il est quand même partiel, on va se le dire. Parce que j'ai pu le dire expressément à certaines personnes et à d'autres non. Je ne parle pas de coming out. La plupart du temps, il s'agit de laisser les gens pénétrer votre histoire de vie. Je me suis d'abord révélée à moi-même à l'âge de 32 ou 33 ans, je pense. C'était un processus radical et une attaque soudaine sur mes propres peurs et mes propres sentiments. Notre première invitée est Sheba Akpokli, originaire du Togo comme moi. Elle travaille au Canada et je lui ai demandé de nous parler de son coming out. Je dirais que c'est d'abord un processus qui part d'abord de trouver son équilibre, de pouvoir comprendre comment on se sent et aussi de pouvoir s'accepter d'abord soi-même avant d'en parler aux autres. Je pense que moi, mon coming out, il est quand même partiel, on va se le dire. Parce que j'ai pu le dire expressément à certaines personnes et à d'autres non. Pas peur du jugement ou du regret. Et aussi, avec d'autres personnes, cela s'est fait, disons, de façon plus implicite. Il y a eu des présomptions qu'on a juste laissé partir les rumeurs, puis après on a été à confirmer ou pas. Mais en tout cas, je dirais que ça n'a pas été facile. C'est un voyage personnel et puis chacune d'entre nous décide de quand est-ce qu'il ou elle est prête à faire ce pas-là. Et est-ce que vous avez un lien avec la religion? Est-ce que c'est une partie importante de votre vie? Je pose cette question, même si ça ne vous concerne pas vous directement, mais peut-être d'autres personnes qui sont gays, qui peut-être sont proches de vous dans votre entourage et qui ont justement la foi et qui sont des parties, des membres importants de certaines communautés religieuses et qui justement ont ce dilemme-là. Est-ce que vous avez déjà pu observer dans votre entourage des gens qui justement avaient du mal à faire leur coming out vu le jugement de la communauté religieuse, par exemple? Oui, je connais quelques personnes qui sont encore dans le placard, comme on dit, justement à cause de leur religion, de leurs croyances, et d'autres personnes aussi qui ont subi ça à un niveau plus élevé, qui ont été exclues de leur communauté religieuse parce qu'il y avait justement des suspicions sur leur personne. Ces personnes n'étaient pas publiquement out, mais juste en cause des suspicions, on les a excommuniées. Puis c'était vraiment difficile pour cette personne-là. J'en parle parce que on est quand même assez proche avec elle. Puis quand c'est arrivé, j'ai ressenti sa déception parce que c'est une personne qui est vraiment croyante. Puis ne pas se faire accepter dans sa communauté religieuse, pour elle, c'était vraiment plus difficile que de pas se faire accepter par sa famille parce que c'était ça son refuge. Cette personne était très active dans son église, elle était à la chorale et tout ce qui vient avec, mais se faire renvoyer parce que elle avait des allures féminines, parce que c'est une personne identifiée comme masculine, puis se faire renvoyer parce que elle était efféminée, c'était vraiment difficile pour elle. Et du coup, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui réfléchissent à la façon et peut-être à la manière optimale, même s'il n'y a peut-être pas de manière optimale, mais réfléchissent à la façon dont ils peuvent sortir du placard, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil, Sheba? Moi, je dirais, faites-le pour vous, quand vous serez prêt ou quand vous serez prête. Parce que il y a aussi comme une pression sociale ou une pression qu'on se met soi-même parfois pour se définir, se mettre dans une certaine case ou une certaine pression pour dire aux gens ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas ou jusqu'à quel point est-ce que des gens peuvent avoir des attentes envers nous. Mais je pense que ce que j'aurais à dire, c'est vraiment que ça doit venir de vous. Ça peut être peut-être pour vous un acte militant, un acte d'affirmation, une revendication, ou pour vous juste marquer une certaine liberté, ou encore parce que vous êtes fatigué de faire semblant avec des gens que vous aimez, avec votre cercle social. Mais faut toujours vous rappeler que vous devez rien à personne et que ça doit être d'abord pour vous-même. Donc, j'inviterais aussi
des personnes plus jeunes qui veulent faire leur coming out à regarder dans leur environnement, à penser aussi aux questions de sécurité, parce que tu disais tantôt, Claude, ça va très vite, les rumeurs. Si on n'est pas prêt à supporter ça mentalement, je pense que c'est vraiment mieux de s'abstenir. Katkai Kolkes est ma deuxième invitée. Elle est la première personnalité publique du Botswana à s'identifier ouvertement comme une personne transgenre. En tant que personne ouvertement transgenre, je ne parle pas de coming out. La plupart du temps, il s'agit de laisser les gens pénétrer votre histoire de vie, l'histoire de vie que vous habitez. Et tu t'aperçois que cette vie, pour l'essentiel, les gens qui la regardent de l'extérieur peuvent avoir mis en place des récits narratifs dont tu ne veux plus la faire dépendre. Et donc pour la sauver, tu souhaites les accueillir dans ton propre récit, dans ton voyage. J'aime pas appeler ça une vérité parce qu'encore une fois, ça suppose que toutes les autres personnes ne vivent pas dans une vérité. Donc comment ai-je accueilli les gens dans mon histoire ? J'étais jeune, plus jeune. J'étais une personne plus jeune. Et en gros, quand j'ai eu 8 ans, je crois que la première fois, c'était quand j'avais 8 ou 7 ans, des gens qui avaient mon âge m'ont dit « Tu es gay ». Et j'ai répondu « Non ». Et j'ai dit que ce n'était pas par honte, mais plutôt que j'avais compris ou même eu une idée de ce qu'ils pensaient vouloir dire par « gay ». Et que ça ne me correspondait pas. Et j'ai traversé la vie jusqu'à l'âge de 18 ans, si ce n'est 22, sans jamais m'identifier par une orientation sexuelle. Je savais pertinemment que je n'allais pas faire ce que les récits hétérosexuels disent que je devrais faire, ou le faire de la façon dont ils disent que je devrais le faire. En tant que personne de genre fluide, quand je dis « Oh, je trouve qu'elle est mignonne », ce n'est pas pour sa poitrine ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait être lié à l'attraction physique. Mais je suis attirée par quelque chose chez cette personne et son genre n'est pas un obstacle. Et donc au moment où nous avons accueilli un public dans mon histoire, j'avais déjà un retentissement national en tant que chanteuse et en tant qu'artiste de scène au Botswana. Et j'ai réalisé que les gros titres ne racontaient pas au public les choses qu'il n'a pas à connaître à propos de moi. Mais je voulais, au moins, qu'on reconnaisse que quelqu'une comme moi puisse exister dans notre pays. L'opportunité que quelqu'un puisse se dire « Ok, voici ce à quoi ça ressemble, voici comment elle sonne, et allons poser plus de questions. » Donc, c'est comme ça que j'ai fini par accueillir le pays dans mon histoire. Et en accueillant le pays dans mon histoire, je me suis retrouvée à y accueillir le monde. Et bien, c'est une histoire de courage très inspirante. Et c'est très intéressant que vous mentionniez que vous étiez plus jeune autrefois, comme nous l'étions tous, et que vous n'êtes plus si jeune à présent. Et peut-être que la question qui découle naturellement de cette discussion, c'est quels conseils donner aux jeunes qui réfléchissent à la façon d'accueillir d'autres personnes dans leur histoire. La seule façon de savoir comment accueillir d'autres personnes dans ton histoire, c'est en déterminant qui tu veux accueillir dans ton histoire. Et dans quel but? Ça doit être pour se posséder soi-même, s'appartenir. Donc dans l'un de mes discours, je parle d'une théorie que je donne aux gens pour dire « vous devez avoir le cran de vous appartenir ». Une fois que vous avez développé ce courage, celui de vous posséder vous-même, ça signifie alors que vous ne vous conformez plus à un récit qui n'a pas de sens pour vous. La manière d'accueillir les gens dans votre histoire, c'est de savoir comment les guider au travers d'elle. Et vous n'avez pas besoin d'en connaître la destination. Vous devez juste savoir que ça va être un voyage et que les gens ont besoin de le commencer à un moment donné. Donc il faut le voir comme une randonnée vers le haut d'une montagne qui est en train de se former. Vous ne savez pas jusqu'à quel point vous allez monter, mais vous pouvez être certaine qu'il y aura des plaines plates sur le chemin. Il pourra aussi y avoir des arêtes vives, des pics dangereux. Cependant, ça demeure un voyage pour vous toutes et tous. Ce ne sera jamais de grandes étendues, puisque des grandes étendues signifient que vous pouvez voir tout ce qui vous entoure, et donc tout ce qu'est une personnalité.
Vous ne pouvez pas être vu d'un seul et unique point de vue. Alors considérez-vous comme une montagne. Et comprenez que les gens que vous emmenez avec vous tout au long du voyage, vous les emmenez sur la base de l'endurance dont vous les avez vus faire preuve. Une endurance émotionnelle, intellectuelle, empathique, une endurance de compassion. Lorsqu'il et elle vous apprécient ou qu'il et elle vous aiment, comment faire pour nourrir la façon dont ils et elle peuvent développer cette endurance ? Puisque vous avez construit votre propre endurance, alors permettez-leur de construire la leur également, pour qu'ils et elles puissent travailler, marcher, monter, rouler et courir à vos côtés pour le reste de votre voyage. La dernière conversation sera avec Va Benefiati, une artiste performeuse du Ghana qui explore la fluidité des genres. Je me suis d'abord révélée à moi-même à l'âge de 32 ou 33 ans, je pense. C'était un processus radical et une attaque soudaine sur mes propres peurs et mes propres sentiments. Voilà comment j'ai fait mon coming out. Si n'importe qui me demandait comment je m'identifie, je dirais surtout que je m'identifie en tant qu'être humain. Parce que tous les autres moi continuent de changer et de bouger, puisque je suis aussi une métamorphe. Donc, comme je découvre chaque jour les choses que je dois déconstruire, je continue toujours d'incarner les choses auxquelles je crois. Cependant, je suis une femme trans. Je m'appelle Transavatar, c'est-à-dire trans plus avatar, pour étendre mes multiples cellules et ma fluidité, et pour questionner la déesse qui vit en moi, mais aussi la célébrer, cette déesse qui vit en moi. Je ne suis pas sûre d'avoir été toujours aussi certaine de mon identité, même en général, en termes d'identité de genre, en essayant de défendre ma masculinité alors que je grandissais comme un garçon. À cette époque, de nombreuses structures me donnaient l'impression d'être en décalage, même parmi mes pairs. Pas seulement parce que j'étais efféminée, mais parce que j'étais vraiment petit, tout petit, minuscule. Il y a quelque chose qui définit la masculinité, même dans l'enfance. J'ai donc grandi avec une sorte d'attitude toxique pour essayer de défendre ma masculinité. Donc je ne dirais pas que j'étais si sûre de moi pour défendre ce que je défends aujourd'hui. Mais je pense que c'est la même attitude qui est ressortie une fois que j'ai réalisé ce que je suis. Je le serai toujours et je dois l'accepter et y faire face. C'était intense. En fait, je n'ai jamais fait de coming out en privé envers une personne de ma famille ou une amie. Je pense que parler aux arbres est bien plus facile que de parler aux êtres humains, parce que les arbres absorbent nos ondes, nos sons, avant de les répercuter dans la forêt. D'autre part, j'ai toujours eu l'impression que les êtres humains ont vraiment un sens du jugement et des préjugés, même lorsqu'ils vous font confiance, même lorsqu'ils veulent croire en ce que vous dites. Donc pour moi, je n'ai pas jugé nécessaire de faire mon coming out en privé. Donc tous mes coming out étaient publics. Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de le dire aux gens. Il s'agit avant tout de se dire qui nous sommes. Dans de nombreux pays africains, le coming out est une action radicale. C'est un militantisme en soi. Donc, que tu te considères comme activiste ou non, une fois que tu fais ton coming out, tu actives directement une sorte de conversation politique. Et tu te bats pour un changement social, consciemment ou inconsciemment. Donc ça vient avec une énergie brûlante. Donc il faut d'abord se révéler à nous-mêmes. Nous devons d'abord apprendre à nous confronter à nos propres fantômes, à affronter nos propres ombres, nos propres peurs, oui, avant même de le dire à qui que ce soit. Donc en vivant nos vies et en restant nous-mêmes, nous devons d'abord travailler sur le fait de s'accepter et de travailler sur l'amour de soi.
Ce qui vient, selon moi, en ne cherchant pas la validation de nos familles ou de nos amis ou même de la société dans laquelle nous vivons. Les parcours de Vabene, Sheba et Kat sont très inspirants. Nous ne cherchons pas de réponse simple dans ce podcast. Nous croyons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les identités qui nous forment. Nous devons continuer à parler et bien sûr, nous devons continuer à écouter. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless. Digital Congo FM